Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 20 juin. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les plages françaises qui reçoivent ou perdent la garantie du pavillon bleu et celle d'une bonne saison touristique. Seconde et ultime chance pour Patrick Dils de voir reconnaître son innocence dans les meurtres de 2 enfants en 1986. Première audience ce matin devant la cour d'assises des mineurs de la Marne à huis clos. Surprise chez les Verts, Alain Lipietz a été préféré à Noël Mamère pour la candidature à l'élection présidentielle. Alain Lipietz est ce soir notre invité en direct. 55 morts et près de 1900 blessés dans les émeutes en Kabylie depuis le 18 avril, mais le président Abdelaziz Bouteflika n'entend pas quitter le pouvoir. Nouvelle chronique peu sportive pour le monde du cyclisme, des accusations de corruption et des soupçons de transport de médicaments incontrôlés suscitent de nouvelles polémiques. À la veille de la fête de la musique, nous célébrerons l'instrument vedette de cette année, la boîte à frissons, le piano à bretelles, l'accordéon. La publication du label Pavillon Bleu qui récompense les communes du littoral, les ports de plaisance pour le respect des critères d'environnement était très attendue. Bénéficier de ce pavillon, c'est espérer une bonne saison touristique, un afflux de vacanciers et des résultats économiques essentiels pour beaucoup de stations balnéaires. En revanche, le retrait ou l'absence d'une telle garantie de plage propre est évidemment préjudiciable, d'où certaines protestations des maires concernés. Explication avec Sébastien Leguet et Abdez Oudouesh. 126 communes pourront hisser cette année le pavillon bleu. 126 communes pour 425 plages, cela produit des listes aussi interminables que celles des résultats du bac. Alors, autant se limiter à la présentation des nouveaux lauréats. Côté nord, du Pas-de-Calais au Finistère, 10 communes arrivent en fanfare dans le palmarès. Côté Atlantique, les nouveaux sont nombreux. Sur les plages du Sud-Bretagne et de la Vendée, les plaies de l'Erika sont refermées. Le palmarès ressemble donc à celui d'avant la marée noire. Quant aux stations méditerranéennes, elles sont seulement 3 à faire leur entrée au club. Côté gagnant, Arcachon retrouve son drapeau et souffle un peu. Vis-à-vis des touristes étrangers notamment, cela fera meilleur effet. Cette clientèle étrangère, dont les Européens du Nord, qui sont très sensibles à l'environnement pour choisir leur lieu de vacances, eh bien, étaient réticents. Pour eux, c'est un gage de qualité d'avoir le pavillon bleu. Sur cette carte, les moins chanceux, ces communes perdent le label européen pour des raisons diverses. Fleury-d'Aude est l'une des candidates recalées. Moi, ça me fait rien, moi. Pourvu que je sois là, oui. Pourtant, les analyses de l'eau étaient bonnes. Le problème, c'est que cette commune de 2500 habitants voit arriver chaque été plus de 30 000 vacanciers. Il faut des moyens pour se mettre aux normes. C'est vrai que pour les 2 mois d'été, c'est une grosse charge pour la commune d'investir sur une station d'épuration qui revient peut-être à quelque chose de près à 50 millions de francs. Heureusement pour les stations non récompensées, tous les baigneurs ne consultent pas les carnets de notes de leur plage préférée. Et sur la Côte d'Azur, le pavillon bleu est de plus en plus contesté. Du moins, les critères d'attribution ne sont pas du goût de villes comme Nice ou Cannes, qui ne figurent pas dans le palmarès de cet été. Reportage Olivier Théron et Frédéric Cerulli. Il ne flottera pas sur la croisette cette saison. Le pavillon bleu, sorte de norme européenne pour la qualité des eaux et de l'environnement, a été refusé à la ville de Cannes. Pas d'inquiétude chez les professionnels, la saison sera bonne, mais c'est malgré tout un peu de l'image de marque de la ville qui est écornée. On a eu le pavillon bleu depuis pas mal d'années et c'est un pavillon européen, c'est important, surtout à cause de l'Europe, parce que les gens des pays du Nord sont soucieux de tous ces problèmes de propreté. Cannes a perdu son pavillon bleu à cause de sa station d'épuration des eaux. Construite il y a 30 ans, elle n'est plus conforme à la loi de 92. Cela a suffi pour retirer le pavillon bleu, même si ça n'a aucune incidence sur la qualité des eaux de baignade. Les eaux de baignade de Cannes sont tout à fait excellentes, puisque nous prenons 23 points depuis maintenant plus de 10 ans de tests tous les jours. Et ces tests sont tout à fait exceptionnels, même je crois très supérieurs à tous ceux de nos voisins. Et à ce titre-là, nous n'avons pas droit au pavillon bleu, mais nous avons droit au fanion bleu. De plus en plus de villes préfèrent arborer le fanion bleu, un véritable gage de qualité des eaux de baignade. Nice n'a même pas demandé le pavillon bleu. Le fanion est délivré par la DAS à partir d'analyses hebdomadaires. Les prélèvements sont faits tous les 300 mètres de plage.
Nous, on pense que pour les touristes, et ne serait-ce que pour les Niçois d'ailleurs, qu'ils ont intérêt quand même à connaître au moment même où ils se baignent de la qualité de leurs eaux, et c'est le fanion bleu qui est réglementaire, c'est aussi simple que cela. Fanion bleu, pavillon bleu et maintenant aussi pavillon noir, la bataille navale des labels Basson plein. Le touriste, lui, n'y voit que du bleu. Depuis ce matin, mais à huis clos, Patrick Dils est rejugé par la cour d'assises des mineurs de la Marne pour un double meurtre d'enfant, meurtre commis en 1986, double meurtre dont il se dit innocent. C'est une première judiciaire due à un élément nouveau, la présence du tueur en série Francis Holm sur le lieu des crimes au moment des faits. Le procès, ouvert aujourd'hui, devrait se prolonger jusqu'au 28 juin. Compte rendu d'audience, Valérie Hermide, Fanny Auvergne et Raymond Chaplard. Un procès exceptionnel, hors du commun à plus d'un titre. Un procès en révision, rarissime dans les annales judiciaires. Le second procès d'un homme qui se dit innocent et qui a passé près de 15 ans de sa vie en prison. Lorsque Patrick Dils, ce matin, prend la parole, c'est pour réclamer que ce procès-là soit public, pour que, je cite, tout le monde sache et entende la vérité. C'est un procès qui est exemplaire, à tout niveau, pour l'histoire de la justice, pour le cas individuel de Patrick Dils, je dirais pour les libertés fondamentales, les libertés des citoyens. Donc je crois qu'un procès aussi important que celui-là, qui est quand même une première en 100 ans dans l'histoire de la justice, un procès de cette taille-là ne peut pas être à huis clos dans une société démocratique. Mais la cour d'assises de Reims a refusé que l'audience soit publique en vertu de l'ordonnance de 45 régissant les mineurs. Patrick Dils est certes aujourd'hui un adulte de 31 ans, mais il n'avait que 16 ans au moment des faits. Son nom, qui figurait jusque-là sur la porte de la salle d'audience, est vite caché. Le procès aura lieu à huis clos. Même ses initiales, logiquement, ne devraient pas être prononcées. Un second procès, exceptionnellement douloureux aussi pour les familles des victimes, soutenues par des psychologues. Un deuil toujours impossible à faire 15 ans après les faits. Imaginez les parents qui sont là au premier plan et à qui on reparle et comment les conditions de leur enfant, les conditions de mort de leur enfant se sont déroulées. Sans public et sans journalistes, les débats ont commencé. À la barre, un défilé d'experts psychiatres et psychologues chargés de dire si Patrick Dils a pu passer des aveux parce qu'il était à l'époque particulièrement influençable. Une question essentielle de ce procès sur laquelle certains experts divergent et que d'autres ne veulent pas trancher. Hier soir à Montigny-les-Cormeilles, dans le Val d'Oise, un jeune homme poursuivi sur son scooter par une voiture de police a trouvé la mort, semble-t-il, accidentellement. Mais de nombreux jeunes, après ce drame, ont affronté les forces de l'ordre, les rendant responsables de l'accident. Aujourd'hui, une manifestation a eu lieu à Montigny, ville dont le député-maire est Robert Rue. Reportage Olivier Galzi et Sébastien Maloiseau. La cité a perdu l'un des siens. Alors pour réconforter les proches du défunt, pour apaiser ses amis, le maire de Montigny a conduit ce matin une marche silencieuse. Le moment est au calme, au recueillement, donc vous comprendrez que l'heure n'est pas au discours. Jamel, 17 ans, est mort hier alors qu'il tentait d'échapper à la police. Il roulait sans casque, à 3 sur un scooter. Une course-poursuite qui s'est achevée dans ce virage. Le deux roues aurait percuté le trottoir. C'est mon fils qui s'est mis à la fenêtre, il m'a dit papa il y a un accident. Et puis j'ai regardé et j'ai effectivement vu le gamin qui était par terre. Et les flics qui étaient un petit peu affolés quoi. Les deux policiers étaient stagiaires. Choqués, l'un d'entre eux a été hospitalisé, l'autre se trouve en garde à vue. Car une rumeur a couru dans la cité. Une rumeur selon laquelle le quart de police aurait percuté le scooter. De quoi provoquer hier des actes de vandalisme dans la cité. Le corps de Jamel devait être autopsié dans la journée. L'enquête a été confiée à l'inspection générale de la police. Et en attendant ses conclusions, la famille du défunt ne souhaite pas s'exprimer. La version officielle, on ne la connaît pas encore. C'est que des rumeurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, l'un des deux passagers du scooter ayant pris la fuite s'est rendu au commissariat. En attendant de connaître sa version des faits, Montigny-les-Cormeilles est ce soir sous haute surveillance. Car une poignée d'adolescents de la cité a promis, la nuit risque d'être chaude. L'extradition demandée par la justice française de Francisco Archimontes, soupçonné du meurtre de Caroline Dickinson en 1996, a été acceptée par un juge fédéral américain. On se souvient que c'est une analyse d'ADN qui a confondu Francisco Archimontes. Mais l'extradition n'aura pas lieu pour des raisons de procédure avant plusieurs mois.
Pour la 7e fois en 3 mois, une grève affectait les transports urbains de plusieurs dizaines de villes françaises. Le nombre de réseaux concernés est en baisse, mais les syndicats et l'Union des transports publics ne se sont pas mis d'accord sur la question d'une cessation anticipée d'activité à 55 ans. La principale ville affectée par ces grèves, Bordeaux, Lyon et Strasbourg, ici sur ces images, mais également Marseille, Lorient ou encore Nancy et Perpignan. Les Verts ont choisi leur candidat à l'élection présidentielle de 2002. On attendait Mamère, mais ce fut Lipietz qui l'emporta. Une sorte de coup de théâtre réussi grâce à l'alliance de divers courants écologistes contre le maire de Bègles. Avant de recevoir Alain Lipietz, Alban Mikosi et Christian Autain nous font le récit de cet épilogue surprise de la primaire chez les Verts. Alain Lipietz sera donc le prochain candidat des Verts au présidentiel. Noël Mamère est battu. Sur scène, les deux hommes s'embrassent. En coulisses, une partie du mouvement affiche sa gueule de bois. La surprise est réelle, les militants ont privilégié l'ancienneté. Par rapport à Alain, j'avais ce que l'on pourrait appeler un déficit de vertitude, ou comme vous voudrez, un déficit de légitimité. 2 tiers des 10 000 adhérents ont voté. Alain Lipietz l'emporte de 75 voix, écart infime, mais conséquences politiques très importantes. Noël Mamère peut mesurer ce soir l'efficacité du front qui s'est constitué contre lui, rassemblant des tendances très diverses, mais qui partageaient la même méfiance pour le député maire de Bègles. Pour Alain Lipietz, l'enjeu est désormais de rassembler l'électorat au-delà du simple noyau de fidèles de la première heure. Alain Lipietz a commencé sa carrière à l'extrême gauche. Polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, c'est un économiste réputé. Un de ceux qui ont plaidé, les premiers, pour la réduction du temps de travail auprès, par exemple, de Lionel Jospin. Élu député européen en 1999, spécialiste des rapports Nord-Sud, il a servi de relais avec certains nationalistes corses dans le cadre du processus de Matignon. Réputé plus radical que Noël Mamère, il serait en revanche moins charismatique, selon les proches du maire de Bègles. Porter les idées des Verts sur le plan média, on lui reproche cet aspect-là, mais c'est un plus, c'est vraiment un plus, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes personnes. C'est des moustachus, mais c'est pas les mêmes. Pour les Verts, ce résultat surprise rend délicat le Conseil national de samedi prochain. Alain Lipietz, candidat à la présidentielle, Dominique Voynet à la tête du mouvement, se pose le problème de la place qui peut être accordée aux amis de Noël Mamère. Alain Lipietz, bonsoir. Bonsoir. Comment expliquez-vous votre succès surprise? Les Verts sont un peu comme ça. Je crois que ce vote qui sont partagés, oui, ils ont le chic pour exprimer dans leur vote à quel point ils sont partagés. Mais c'est chacun qui est partagé comme ça, dans sa propre tête. Et je crois qu'à la fin de la campagne, on avait tellement bien travaillé ensemble tous les deux, Noël et moi, je lui ai beaucoup appris, il m'a énormément appris, qu'il désirait en quelque sorte une chimère, un hybride de nous deux, un moustachu qui nous représenterait tous les deux. Et ils n'ont pas pu se départager. Bon, j'ai gagné quelques voix effectivement à l'ancienneté. J'ai du mal à vous croire, les deux copains qui s'embrassent et tout, c'est pas vrai, vous étiez concurrents et c'était un peu tout sauf Mamère, non? De ma part? Oui. Non, je crois pas, non, franchement. Et pas de la part de ceux qui ont voté pour vous? Je crois que dans la campagne que j'ai faite, j'ai senti au contraire une espèce de chaîne d'amitié qui se mettait en place à partir, peut-être l'expérience commune de tant de combats partagés et cette histoire d'ancienneté. C'est pas rien, c'est des batailles qu'on a menées ensemble depuis très longtemps. Et je suis extrêmement content qu'il ait fait 50%, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré évidemment quand il était chez vous, en tant que l'animateur de Résistance. Je voyage encore beaucoup dans le tiers-monde et je peux témoigner que c'est encore une référence. C'est quelqu'un qui a parlé de toutes les luttes de libération nationale. Vous êtes en train de me faire de la langue de bois, là. Vous êtes en train de me dire, on n'était pas concurrents, pas adversaires, j'ai gagné, mais tout le monde s'aime chez les Verts. Alors, supposez que ce soit Daniel Lebret, ancien animateur du syndicat des instituteurs de la FSU, qui se soit présenté contre moi. Je vous aurais tenu exactement le même discours. Qu'un type comme Daniel Lebret rentre au Vert, j'ai trouvé ça formidable. Qu'un type comme Noël Mamère rentre au Vert, j'ai trouvé ça formidable. Et je pense que ça prouve l'attractivité des Verts. Alors maintenant, tous ces nouveaux candidats qui amènent plus que ce que les Verts avaient, tous ces nouveaux porte-paroles qui apparaissent dans le mouvement, je crois que c'est extrêmement important qu'ils se sentent pleinement reconnus avec 50% des voix, excusez du peu. Si c'est une défaite, alors c'est une défaite triomphale pour Noël Mamère. Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont vos objectifs? C'est l'anti-Jospin jusqu'au premier tour et après on ira tous derrière Jospin? Écoutez, la première échéance, c'est la signature d'un contrat en bonne et due forme qui aura lieu vers novembre de cette année. Avec qui?
J'espère qu'on va pouvoir reconduire la majorité plurielle, mais cette fois, il faudra beaucoup plus de Verts dedans. C'est-à-dire que vous allez soutenir Lionel Jospin? On va d'abord essayer d'obtenir qu'il y ait un nouvel accord de majorité plurielle, beaucoup plus vert que celui qu'on avait en 97. En 97, on pesait 4%. Là, les dernières élections, nos électeurs représentent plutôt 12%. Il va falloir vraiment que le programme qui va sortir des négociations qui sont ouvertes avec nos partenaires de la majorité plurielle représente vraiment de leur part la conviction que la planète est en danger, l'environnement se dégrade. Regardez le temps, on a eu un hiver totalement pourri, dès l'instant que le soleil revient, alors c'est ça pas y est, parce c'est les que alertes. c'est pas parce que vous serez au gouvernement qu'il fera plus beau quand même. Non, mais je crois que nous avons des solutions pour enrayer la crise du climat et je me fais fort de montrer qu'elles sont exigeantes, c'est vrai, mais que ça va être assez amusant. Cela dit, pour peser sur les socialistes, il vous faudra engager un rapport de force. Alors est-ce que vous allez faire une première partie de campagne anti-Jospin, en dénonçant les carences? Plutôt une campagne pour le climat. Hein. Bon, par exemple... Non, mais répondez-moi, anti-Jospin ou alors vous allez éviter de le critiquer? Bah si, je vais le critiquer, il n'y a pas de problème. Le fait qu'il ne soit pas... Il n'ait pas donné la charge que peut donner un Premier ministre au Conseil national sur l'effet de serre, au moment où la France et toute l'Europe croisent le fer avec les États-Unis, il nous reste 7 ou 8 ans pour sauver la planète quand même. Je crois que c'était la première tâche du Premier ministre. Vous avez le sentiment qu'au fond, Dominique Vonnet n'a pas eu les coups des franches en raison d'une attitude réticente de Lionel Jospin? J'ai un peu l'impression que nos partenaires en général, et pas seulement Lionel Jospin, mais son parti et le Parti communiste n'ont pas pris conscience de l'urgence. Vraiment, vous voyez, on plaisante un petit peu en disant « Ah, les Européennes, c'est l'effet dioxine hein. ». Le ministre de l'Intérieur du MDC, Jean-Pierre Chevènement, avait dit ça. Le succès des Verts aux Européennes, c'est à cause de l'effet du poulet à la dioxine. Mais des histoires de poulet à la dioxine, on en a tous les 2 mois maintenant. Et je crois que nos partenaires, qui pourtant sont des êtres en chair et en os, sont des enfants comme nous, devraient défendre leurs propres enfants, n'ont pas encore compris qu'en luttant pour l'environnement, en luttant pour la planète, en luttant pour la sécurité alimentaire, c'est pas un cadeau qu'ils font aux Verts, c'est un cadeau qu'ils font à la société. Et la société leur demande de faire ce cadeau. Vous pouvez me dire combien vous espérez faire? Plus de 5%, moins de 5%? Oh, je pense que nous ferons nettement plus de 5%. Nettement plus de 5%. Nettement plus de 5%. Merci Alain Lipiat d'être venu nous réserver vos premières déclarations de candidat vert pour la présidentielle de 2002. C'est un plaisir. Il y a juste 100 ans naissait le Parti radical, le 21 juin de 1901. C'est donc le plus vieux parti de France, mais centenaire, il a un pied à droite, un pied à gauche, on le disait rouge dehors et blanc dedans. Il n'exerce plus qu'une influence marginale, force d'appoint à droite comme à gauche. Et pourtant, nombre de ces militants du passé font partie de notre histoire politique française, contée par Jeff Wittenberg et Olivier Robert. On ne devine pas forcément que derrière cette façade parisienne tranquille s'est écrite une grande partie de l'histoire politique du XXe siècle. Voici donc le siège du Parti radical le plus vieux et longtemps le plus influent parti de France. Monsieur Édouard Herriot s'incline devant les troupes qui lui rendent les honneurs. Édouard Herriot, l'inventeur de l'expression français moyen, mais avant lui Georges Clemenceau, le tigre de 14-18, puis bien plus tard Pierre Mendès France, Edgar Faure, autant de dirigeants de la 3e puis de la 4e République, autant de figures du Parti radical. Et c'est bien là tout le drame de cette formation politique, une galerie de portraits aussi imposante qui tranche avec l'influence actuelle du parti et de ses dirigeants. Je me sens un peu léger hein, avec tous ces ancêtres, hein. Je ne les fais pas les 100 ans d'ailleurs. En prime, il y a une querelle d'héritage. À droite, le Parti radical valoisien, selon lui seul légitime, puisqu'il habite encore la bonne adresse. Le parti original, celui qui a été créé en 1901, c'est le Parti radical valoisien et c'est celui où vous vous trouvez. Seulement voilà, les radicaux de gauche se considèrent eux aussi comme les seuls dépositaires de la marque depuis qu'ils se sont affranchis en 1972. La place naturelle des radicaux socialistes est dans la gauche française. Les radicaux de la place de Valois pensent qu'ils ont chez eux, ils gardent le vrai morceau de la vraie croix, comme une relique. Au moins certaines traditions sont-elles communes à tous les radicaux. La laïcité, les liens avec la franc-maçonnerie, sans oublier le goût pour les banquets, dont l'origine remonte, paraît-il, au XIXe siècle, à une époque où il était interdit de se réunir. Ils choisissent donc ces radicaux pour, d'une certaine manière, entrer en résistance et faire connaître leurs opinions, débattre avec les populations, d'organiser les fameux banquets.
qui ont eu un tel succès que le dernier d'entre eux, en 1848 à Paris, a été interdit, ce qui a déclenché la Révolution. En 2001, pas de révolution, mais un anniversaire chacun dans son coin. Aujourd'hui, les radicaux de gauche accueillaient Lionel Jospin. Pour leur propre célébration samedi, les radicaux valoisiens ont invité Jacques Chirac. Les salariés d'AOM Air Liberté attendent un repreneur, mais il faudra faire vite car Marc Rochet, leur président, estime qu'il n'a pas les moyens de tenir 3 mois, comme le prévoit la mise en redressement judiciaire annoncée hier. Un plan de licenciement pourrait même être très vite mis en place. Les tarifs des transports en Ile-de-France vont augmenter au 1er janvier prochain. Le ticket de métro passera à 1,30 €, soit 8,50 francs, et le carnet de 10 tickets passera de 58 à 61 francs, soit 9,30 €. La société Michelin, condamnée à une forte amende par la Commission européenne pour abus de position dominante sur le marché de pneus de remplacement pour poids lourds. Michelin devra payer près de 20 millions d'euros. Le bilan des émeutes en Kabylie depuis le 18 avril s'élève à 55 morts et près de 1900 blessés. C'est le bilan officiel livré par le ministre algérien de l'Intérieur devant le Parlement. Pas question pour autant que le président Abdelaziz Bouteflika démissionne. En déplacement à Tamanrasset, M. Bouteflika affirmait hier qu'il irait jusqu'au bout de son mandat. Mais ce matin encore, à Tizi Ouzou, les heurts avec la police continuaient. Reportage de nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck avec Jean-François Hoffmann. Chaque matin, on renouvelle les mêmes gestes. Des deux côtés. Vers 10 h, les magasins ferment et la rue est alors réservée aux jeunes et à la police. La ville de Tizi Ouzou vit ainsi depuis des semaines. Les jeunes insultent copieusement la police. Au mieux, ils les traitent de fils de bâtards. Nous défions ce pouvoir. On n'a pas peur du pouvoir. On n'a pas peur des généraux, les barons du pétrole. Les principales revendications des jeunes aujourd'hui, c'est le départ des gendarmes. Ils ne veulent pas partir. Alors on est là, jusqu'à leur départ. Les gendarmes sont devenus discrets. La police a pris la relève. D'heure en heure, les jeunes sont de plus en plus nombreux et déterminés. Lui est ravi d'exhiber un couteau. Dès qu'ils aperçoivent une caméra de télévision, les jeunes veulent montrer le café qui a été pillé la nuit dernière par des gendarmes, explique-t-il, pour se venger. Dans la même rue se trouve l'hôpital qui ne désemplit pas. 30 à 40 blessés par jour, souvent avec des traumatismes crâniens. Lui a été blessé par balle. Lui s'est jeté du 4e étage pour échapper aux gendarmes. Lui explique que la nuit, les gendarmes attaquent les gens avec des armes blanches. Les médecins sont débordés et à bout de nerfs. Dehors, des jeunes dénoncent les journaux qui rendent compte du discours du président algérien dans le sud du pays. Hier soir, à Tamanrasset, Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il ne démissionnerait pas, que les réformes et les changements devaient se faire dans le calme. En Bulgarie, la victoire électorale du parti du roi, de l'ex-roi Siméon II, semble plutôt bien accueillie par l'Europe. Jacques Chirac a adressé ses chaleureuses félicitations à l'ex-monarque. La réussite démocratique de celui-ci est l'addition de mécontentements économiques et sociaux et le rejet de toute la gestion communiste, qu'il soit ancien ou rénovateur. Et Jérôme Bonny et Frédéric Pasquette ont pu le constater dans une ville non loin de Sofia. Mariana a voté pour le roi Siméon II, tout comme la plupart des ouvriers de son usine. Vote de protestation après les 10 ans d'austérité qui ont succédé en Bulgarie à 45 ans de communisme. Le salaire moyen dans l'usine est l'équivalent de 750 francs par mois. Dans la cité où habite Mariana, les habitants ont dû choisir entre la nourriture et le chauffage. Ils ont passé l'hiver dans le froid. Il faut que le roi supprime le chômage et que l'on n'ait plus ces grosses factures de chauffage. On ne veut pas revenir un siècle en arrière. Le roi est attendu comme le sauveur dans cette ville de Pernik qui fut le fleuron industriel de la Bulgarie. Aujourd'hui, la plupart des usines ont fermé, hécatombe due surtout à l'explosion du prix de l'énergie après la disparition du bloc soviétique. Une mauvaise transition du collectivisme vers le capitalisme laisse un lourd héritage aux vainqueurs des élections.
Siméon II recevait ce mardi la reine Nour, veuve de son vieil ami, le roi Hussein de Jordanie. Mais les festivités princières font déjà place aux affres de la politique. Dites-moi, Sire, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir mettre fin à la période d'austérité qui a marqué ce gouvernement? Oh là, ça c'est très difficile. Il faut être réaliste, il faut savoir quel est notre but, mais il y a aussi des priorités. On peut évidemment tâcher d'accélérer certaines choses. Vous avez une bonne équipe avec vous? Écoutez, je ne serais pas parti à mon âge et vu ce que ça déclenche sans l'avoir bien préparé et bien réfléchi, monsieur. Je suis une personne affreusement ennuyeuse mais qui travaille énormément. C'est pourtant bien la tâche la plus délicate du roi Siméon II, constituer une équipe fiable qui fera oublier la corruption de certains des ministres du gouvernement sortant. Mais il faudra aussi consolider certaines réussites de ce gouvernement, par exemple la parité fixe pour le LEF, la monnaie nationale, qui est maintenant convertible, ce qui constitue un pas non négligeable vers une intégration à l'Europe que souhaitent la plupart des Bulgares. Après le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, c'est son homologue sénégalais, M. Abdoulaye Wade, qui était reçu aujourd'hui par le président Chirac en visite officielle. L'un et l'autre ont évoqué justement la situation en Côte d'Ivoire, pays voisin, mais aussi avec M. Wade, l'évolution des rapports entre la France et le Sénégal. Le rouge est mis sur le biologique. Le consommateur européen aurait acheté 3 fois sur 4 des céréales biologiques qui ne l'étaient pas. C'est le Canard enchaîné qui le rapporte en précisant que seules 120 000 tonnes de céréales sur 500 000 proviennent véritablement de l'agriculture biologique. Régulièrement, des trafics de faux produits biologiques sont découverts. Enquête Loïc Delamornay, François Privat et Philippe Ritten. Les révélations du Canard auraient de quoi décourager les consommateurs les plus optimistes. Il y a quelques semaines, la répression des fraudes a mis à jour un trafic international. L'arnaque est simple, un négociant achetait à des agriculteurs de la région centre de vulgaires sacs de blé, 70 francs le quintal. Puis il falsifiait les étiquettes et revendait dans toute l'Union européenne ce blé estampillé bio jusqu'à 4 fois plus cher. À chaque fois, le négociant faisait signer à ses agriculteurs fournisseurs un document rédigé en anglais qu'ils ne comprenaient pas. Le transporteur venait, un transporteur anglais, issu d'un négociant anglais, et donc l'agriculteur signait un document en anglais et le produit partait comme bio, organique. Ce n'est pas la première fois que ce genre de trafic est démasqué. L'an dernier, une entreprise bretonne avait été épinglée pour avoir revendu plus de 50 000 tonnes de fausses céréales bio. Depuis la crise de la vache folle, la filière bio aiguise les appétits. Difficile dans ces conditions pour les consommateurs de s'y retrouver entre le bon bio et l'ivraie. Ces derniers exemples montrent bien qu'il faut des moyens, notamment financiers, humains aussi, à la filière qui se développe. La demande est supérieure à l'offre, donc tout doit être fait pour que le développement soit accompagné d'un contrôle. Des contrôles plus efficaces. Pas moins de 6 organismes différents se partagent le travail en France. Aucune structure spécifique n'existe pour l'instant au niveau européen. À quelques jours du départ du Tour de France, de nouveau le cyclisme apparaît dans la chronique faits divers et rumeurs en tout genre. C'est tout d'abord la publication du livre de l'ancien directeur sportif de Festina, Bruno Roussel, avec des accusations de corruption et d'achat de victoires d'étape à l'encontre de Richard Virenque. Explication Nathanaël de Rinxin et Michael Darmon. Motus et bouche cousue. Comme si depuis 1997, derrière cette victoire de Richard Virenque subsistait un secret difficile à porter. Battre Jan Ullrich, le maillot jaune dans l'une des plus prestigieuses étapes de montagne, Virenque a écrit ce jour-là une des plus belles pages de son histoire. Depuis ce matin et la sortie du livre de Bruno Roussel, le doute plane sur le succès du Français à Courchevel. L'ancien directeur sportif de l'équipe Festina révèle que Virenque aurait acheté l'étape à Ullrich 100 000 francs. Il aurait négocié avec l'Allemand dans les derniers kilomètres. Les deux hommes se sont battus comme des seigneurs, c'est un terme qu'a employé, et n'arrivant pas à se départager, il y a eu effectivement à 7 km de l'arrivée, je vous renvoie devant les images de votre chaîne d'ailleurs, qui sont assez explicites sur le sujet, il y a eu une négociation entre les deux coureurs. Ces images, les voici. Au-delà de la discussion entre les deux hommes, ce geste de Jan Ullrich peut laisser place à de nombreuses interprétations. Cet après-midi, Richard Virenque était invisible mais pas introuvable. Michael Darmon, notre envoyé spécial, a pu lui parler par interphone interposé. Virenque n'a pas voulu s'exprimer. Veuillez vous en tenir au communiqué. Donc tout ce que j'espère, c'est que
qu'il y aura aussi un communiqué de Jan Ullrich, parce que bon, qu'il y ait ma version, mais qu'il y ait la sienne. Et après on verra, quoi. Mais comment vous comprenez ce qui est arrivé? J'ai aucun commentaire à faire, j'ai fait un communiqué. Richard Virenque laisse son avocat répondre à sa place. Le coureur voit dans cette nouvelle affaire une vengeance de Bruno Roussel après le procès Festina. Il est stupéfait des propos qui ont pu être tenus par Bruno Roussel dans son livre. Il est atterré. Tissu de mensonges, d'âneries. Et il y voit un peu la rancœur d'un Bruno Roussel qui a été condamné par le tribunal correctionnel et d'un Richard Virenque qui n'a pas été condamné. Selon Roussel, Virenque aurait même pu gagner le Tour 97, un jour où Ullrich était malade et distancé, mais le Français n'aurait pas proposé assez d'argent à Pantani pour rouler avec lui et creuser l'écart avec l'Allemand. Et puis ce sont aussi de nouveaux soupçons d'affaires de dopage dès que l'on évoque les conditions du transport des médicaments et de la liste des produits autorisés. Les médecins des équipes cyclistes ont menacé un temps de boycotter l'épreuve avant d'accepter une nouvelle réglementation, a priori plus transparente. Reportage Joël Bruandé et Blaise Grenier. Pour certains médecins du Tour de France, c'était la réunion de la dernière chance. Il y a quelques jours, en effet, les médecins d'équipe menaçaient de boycotter la grande boucle si un accord n'était pas trouvé sur le transport des médicaments pendant l'épreuve. Réunion ce matin au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. L'accord a finalement été trouvé. Donc, par exemple, dans cette pharmacie... Désormais, 2 trousses seront sous la responsabilité des médecins. Explication avec le docteur Petit de l'équipe Big Mat. D'un côté, on trouvera la réserve de médicaments du coureur, uniquement constituée de produits autorisés. De l'autre, une valise dite de secours, dans laquelle certains produits interdits pourront figurer, mais uniquement en petite quantité et dans le cadre d'un traitement. Est-ce que d'après vous, ça peut être un garde-fou? C'est un garde-fou à condition que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'indication des produits soit respectée et qu'il y ait ensuite un contrôle de ces carnets de santé. Et c'est là toute la question. L'accord signé ce matin avec les pouvoirs publics porte uniquement sur les conditions de transport des quelques 300 médicaments généralement utilisés par les coureurs. L'accord n'évoque à aucun moment d'éventuels contrôles. Nous sommes quand même dans un état de droit et où on ne peut faire les choses que quand elles sont prévues par les textes et par les procédures. C'est pas moi qui vais aller fourrer mon nez dans les bagages et dans les coffres des voitures des médecins d'équipe. Ça n'aurait pas grand-chose. À moins de 3 semaines du départ du Tour, voilà donc les médecins rassurés. On ne devrait pas assister aux descentes de police qu'a connu le dernier Tour d'Italie, à condition que tout le monde joue le jeu. Et dans le football, cela ne va guère mieux. Marseille et Toulouse étaient tenus d'apporter aujourd'hui des garanties financières pour leur maintien respectif en Division 1 et Division 2. La chose paraît acquise pour Marseille. La surprise est venue du côté de Toulouse avec l'appoint d'Alain Afflelou à point conditionnel. Explication Julien Hérichon et André Germain. Menacé d'une rétrogradation financière en D2, l'Olympique de Marseille est en danger. Alors, Robert Louis Dreyfus est arrivé avec son stylo et son chéquier. La direction de l'OM a répondu point par point à l'ensemble des observations formulées par la DNCG. Par ailleurs, la société Eric Soccer a apporté les garanties suffisantes pour l'exercice prochain et j'ai contre-garanti personnellement ses engagements. Je réponds ainsi par ailleurs à ceux qui s'interrogent encore à mon attachement à l'Olympique de Marseille. Robert Louis Dreyfus avait déjà investi 750 millions de francs dans le club. La DNCG, Direction nationale du contrôle de gestion, demandait une caution de 150 millions pour rétablir les finances de l'OM. Louis Dreyfus a remis la main à la poche. La DNCG ne donnera sa décision que demain. Les supporters marseillais, eux, n'avaient jamais douté du maintien de l'OM en Division 1. Aucun fournisseur, aucun joueur n'est venu se plaindre de ne pas être payé. Si à la limite, je ne vois pas pourquoi la DNCG venait donner des leçons de morale à Dreyfus. Marathon judiciaire également pour le club de Toulouse. Ce matin, au Conseil d'État, les dirigeants ont discuté de l'éventuelle modification du classement de première division dans l'affaire des faux passeports. Mais le club devait également rassurer la DNCG sur son budget. Coup de théâtre, cet après-midi, Alain Afflelou propose son soutien financier sous condition. Pour ce qui me concerne, je ne pourrais pas être partenaire de Toulouse, avoir notre nom impliqué dans la vie du club, si Toulouse maintenait son recours auprès du Conseil d'État. Voilà peut-être l'issue qui arrange tout le monde. Les Toulousains qui voient arriver un investisseur potentiel, les dirigeants du foot français qui ce soir peuvent imaginer la fin de leur tourment judiciaire.
Logique principe de continuité pour l'équipe de France de rugby qui affrontera samedi prochain à Durban en Afrique du Sud les Springboks. Bernard Laporte a reconduit, comme vous le voyez, le 15 de France, vainqueur brillant 32-23 samedi dernier, en espérant faire aussi bien pour le deuxième test match qui sera également retransmis sur France 2. L'accordéon a résisté à toutes les modes, porté par le talent de Brel, Gréco, Barbara, Perret ou Nougaro. Demain, il sera au centre, au cœur de toutes les fêtes de la musique. Dominique Barouche et Régis Maté ont saisi cette occasion pour rendre visite à une entreprise familiale qui produit chaque année 600 accordéons. Un nom, l'accordéon, joliment caché sous des expressions plus populaires comme le piano à bretelles, le piano du pauvre et bien d'autres encore. Dans l'accordéon, c'est le poumon qui fait vibrer la boîte à frissons. Ce côté un peu grosse bête comme ça, qui a l'air un peu encombrante, mais qui génère des sonorités et des émotions qui sont fortes. C'est l'esthétique du soufflet qui plaît aux filles. Pas vrai, Dom? Alors ici on arrive. Le poumon, c'est le soufflet. Peau d'agneau, satin, rien n'est trop beau pour cet organe vital. L'accordéon, on l'a contre soi, l'impression d'un peu de faire l'amour, si vous voulez. Que d'émotions pour un instrument d'abord joué dans les salons bourgeois après son invention 1830, l'année du train à vapeur et de la machine à coudre. La rue s'en empare bientôt. Piaf l'immortalise. C'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Trop d'amour, désamour. Dans les années 60, ringard l'accordéon. Jusqu'à des groupes comme les Négresses Vertes ou Rocamadour qui le remettent à la mode. Chez Cavagnolo, ce n'est pas de l'amour, c'est de la passion qu'il faut pour fabriquer chaque unité. 2500 pièces différentes pour 650 notes. Accordéon chromatique, diatonique, bouton ou touche piano. Dans cette entreprise bientôt centenaire, le sur-mesure coûte cher. Aujourd'hui, un accordéon sur deux est numérique. On peut s'exprimer. Ça, je ne pouvais pas le faire avec un accordéon d'il y a 20 ans. Je ne pouvais pas jouer aussi de la guitare. Je ne pouvais pas jouer du piano. Hein. Un synthé? Oui, mais avec une âme. Je ne tire pas. Il ne joue pas. À peine je vais tirer. Il joue. C'est miraculeux. Le renouveau de l'accordéon sonne comme une aubaine. 2 fois plus de musiciens amateurs, l'accordéon enseigné au conservatoire. Le piano à bretelles n'en finit pas de nous faire tourner la tête. Voilà, demain, fête de la musique, nous en reparlerons. Nous sommes à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les plages françaises qui reçoivent, ont reçu ou perdent, ont perdu la garantie du pavillon bleu et celle donc d'une bonne saison touristique. Contestation notamment sur la Côte d'Azur. Et puis, surprise chez les Verts, Alain Lipiette s'était préféré à Noël Mamère pour la candidature à l'élection présidentielle, mais il nous a assuré en direct, ici même, d'une volonté de bataille en commun, avec aussi l'idée de critiquer Lionel Jospin, au moins avant le premier tour. La météo vous sera présentée par Isabelle Martinet dans quelques secondes. Le dernier journal de la rédaction présenté par Laurence Piquet, c'est à minuit 40, suivi des mots de minuit avec Philippe Lefebvre et comme invité Jacques Rigaud et puis Eric Truffaz, le jazzman. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Jack Lang. À 13h, vous retrouverez Gérard Holtz. Dans notre édition de 20h demain, une interview exclusive du président syrien Bachar al-Assad. Je vous donne donc rendez-vous à demain 20h. Bonsoir, merci.